Me revoilà au coin du feu pour vous présenter le livre de Jean Palaiseul qui s'appelle Nos grands-mères savaient. Donc c'est un livre ancien qui a priori a eu plusieurs éditions. L'illustration que vous verrez en en-tête ne sera peut-être pas contractuelle. Moi j'en ai une sur mon livre. Il y en a deux autres différentes au moins sur internet. Mais peu importe, ce livre est vraiment extraordinaire. Donc moi c'est une petite référence vraiment pépite à partager et à garder chez soi dans la mesure du possible. Jean Palaiseul, Nos grands-mères savaient, la vérité sur les plantes et la vie naturelle. Nos grands-mères savaient. Nos grands-mères savaient tirer le meilleur parti des ressources de la nature pour soigner divers troubles et affections. Jean Palaiseul a redécouvert les bienfaits de cette ancestrale sagesse et vous donne avec cet ouvrage un véritable guide vert de la santé en vous indiquant les vertus médicinales de 160 plantes parmi les plus efficaces et les plus communes de nos régions. Jean Palaiseul, auteur de Chez les guérisseurs qui guérissent et de Tous les moyens pour vous guérir, interdit aux médecins, s'est fixé dans ce nouvel ouvrage un dessein précis, rappeler ce que nos grands-mères savaient, c'est-à-dire quelques-uns des éléments qui nous aident à mieux vivre et à mieux se porter. Il parle donc du sommeil naturel, de la respiration, du miel, aliments et remèdes, des bienfaits du jeûne, de l'alimentation, de la spiritualité. Et surtout, il présente un véritable dictionnaire pratique des plus communes et des plus efficaces plantes qui nous entourent. Pour chacune d'elles, il y en a 160, il donne la description qui permet de l'identifier aisément, son histoire, ses propriétés médicinales, avec les dosages précis pour son emploi, ainsi que les divers troubles et affections pour lesquels elle est indiquée. Un index répertoire facilitant l'utilisation de ce guide vert de la santé. Alors, selon les éditions, vous allez avoir plus ou moins de pages. Moi, j'en ai 458. C'est vraiment quelque chose d'assez dense, mais très 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 agréable, j'oserais même dire savoureux à lire. Donc, comment vous parler de ce livre? C'est comme une poésie. Il y a de l'explication de l'enfance de Jean Palaiseul, comment il travaillait un petit peu les plantes étant petit. On parle de petits conseils de culture du jardin, de comment choisir les plantes, comment les sécher, comment les stocker, faire des infusions, des macérations, des décoctions. Mais le plus intéressant, c'est vraiment le dictionnaire des plantes. On y trouve l'absinthe, l'aigre-moine, très très intéressante l'aigre-moine en fait. On l'appelle également épatoire des Grecs, herbe de Saint-Guillaume, thé des bois, thé du Nord, sorbelette, aigre-moine ou ingre-moine. Célébré par Pline, qui l'a considéré comme une herbe au pouvoir souverain, en soulignant que la décoction de ses feuilles est bonne pour ceux qui ont un mauvais foie, donc c'est le moment, l'aigre-moine a tenu pendant des siècles une place importante en médecine. Elle entrait dans de nombreux onguents, baumes et vulnéraires, en raison de son action astringente et de son odeur agréable, légèrement aromatique, qu'elle perd malheureusement en séchant, ce qui n'enlève rien cependant à ses propriétés. Puis on l'oublia. Seuls les paysans lui restèrent fidèles, car ils savaient les services qu'elle peut rendre. Fraîche, en infusion légère, 3 grammes de feuilles par tasse, elle remplace le thé dans certaines régions, surtout dans le nord, d'où ses surnoms de thé des bois et thé du nord. Delachant vantait déjà cette boisson plaisante parce qu'elle est de couleur du vin clairet et utile parce qu'elle exerce une heureuse action sur les troubles chroniques du foie, des reins et de la vessie. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'elle est astringente et que par conséquent, si elle est salutaire en cas de diarrhée ou de dysenterie, elle est déconseillée au sujet enclin à la constipation. En fait, voici ses principales indications. L'asthme, crachement et vomissement de sang, diarrhée, dysenterie. Dans ce cas, infusion ou décoction légère de feuilles séchées, 3 à 5 grammes pour 100 grammes d'eau, 3 à 5 fois par jour, entre les repas ou immédiatement après. Mais également pour les aphtes, la stomatite, la gingivite, les inflammations de la gorge et des amygdales, angine pharyngienne chronique des orateurs et des chanteurs, donc en gargarisme, 4 à 5 fois par jour, avec une décoction de 100 g de feuilles pour 1 litre d'eau, qu'on laisse bouillir jusqu'à réduction d'un tiers,
avec ou sans addition de 5 g de miel rosa, oh là là, et quelques gouttes de vinaigre. Pour les plaies ferment mal, les ulcères variqueux, les contusions, les entorses, faire bouillir 5 minutes l'aigre-moine, laisser ensuite infuser pendant 1 heure 200 g de feuilles séchées dans 1 litre de vin rouge. Oh bah tiens, pourquoi pas, nettoyer les plantes avec cette décoction tiède, puis l'appliquer en compresse. Naturellement, cette formule est bonne pour les plaies des animaux. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors oui, on parle du détail de la plante, comment la retrouver, comment la reconnaître. Elle a des feuilles qui peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de long, sont élégamment découpées, très velues, vertes sur le dessus, blanchâtres en dessous, entremêlées de folioles très petites. Des fleurs jaunes à 5 pétales sont disposées en épis étirés au sommet de la tige. Elles fleurissent les unes après les autres, de haut en bas, durant tout l'été, pour donner de petites graines qui s'accrochent aux vêtements. Elle atteint 40 à 60 cm de haut et croît pratiquement sur tous les sols, le long des chemins et des haies, sur les talus, en lisière des bois, dans les prairies comme dans les terrains vagues. Aigre-moine, très intéressante pour le foie, retenez bien ça. Également l'ail. Il ne devrait pas y avoir de journée sans ail. C'est ce que me répète souvent un vieux paysan qui affirme lui devoir sa santé et sa vigueur exceptionnelle, en ajoutant « Mon père qui est mort à 89 ans et ma mère à 92 avaient toujours mangé beaucoup d'ail. Dès ma plus tendre enfance, ils m'ont appris à le considérer comme une nourriture aussi indispensable que le pain. C'est un véritable bouclier contre les maladies et la vieillesse. » Et c'est aussi ce qui ressort des études scientifiques modernes. L'ail est bel et bien l'un des plus remarquables aliments remèdes que nous possédons. Un rapide coup d'œil sur son palmarès historique montre d'ailleurs que l'ail, originaire d'Asie, où il est toujours utilisé à haute dose, notamment en Chine, a tenu à toutes les époques et dans la plupart des pays une place importante tant en thérapeutique qu'en religion ou en magie. Les Égyptiens l'élèvent au rang de divinité, ils en suspendent des colliers au cou des enfants pour chasser les vers. Nos grands-mères, dans certaines régions, utilisaient aussi ce procédé. Le pharaon Khéops en fait distribuer une ration journalière aux ouvriers qui construisent la grande pyramide pour leur donner des forces et les protéger des épidémies. Et les papyrus nous révèlent de curieuses recettes. Pour empêcher un serpent de sortir de son trou, il faut placer une gousse d'ail à l'orifice. Pour distinguer une femme qui enfantera d'une qui sera inapte à la génération, il faut utiliser l'ail en pessère. C'est sur le papyrus de Kemoun et de Carlsberg. C'est également une méthode reprise par Hippocrate dans son traité sur les femmes stériles et traduite ainsi par le lettré. Gousse d'ail, la nettoyer, en ôter les peaux, l'appliquer en pessère et voir si le lendemain si la femme sent l'ail par la bouche. Si elle sent, elle concevra. Sinon, non. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'ail, je ne vais pas vous embêter trop, mais reste bien sûr en ce qui concerne l'usage de l'ail par voie interne. C'est sûr que il y a un arbitre des bonnes manières qualifie d'odeur antisociale l'ail, mais sachez que si vous retirez le germe avant de le consommer, que ce soit pour une préparation crue ou cuite, ça sera beaucoup plus digeste et vous le roterez moins. Voilà, voilà. Et puis, comme dit le vieux paysan dont on a parlé tout à l'heure, si tout le monde mangeait de l'ail, personne n'en serait gêné. Et voilà pour la sagesse. On y parle également de l'armoise, de l'arnica, de l'aspérule odorante dont on a eu l'occasion de parler. La plante séchée en décoction légère pour 1 litre d'eau, faire bouillir quelques minutes. Elle s'emploie tiède en lotion contre les dartres ou chaude en injection pour les affections gynécologiques ou alors en cataplasme contre l'engorgement du foie. C'est également très bon en tisane. Donc une infusion 5 g de plantes pour 100 g d'eau, 3 ou 4 fois par jour. Elle est recommandée aux femmes de tous âges, affligées de douleurs de la menstruation, des troubles de la ménopause, des contractions utérines douloureuses et de prurite. On la conseille aussi contre les maladies du foie comme la jaunisse, les calculs des reins et de la vessie, les fameuses coliques néphrétiques. C'est également bon contre les problèmes d'hydrophysie, donc elle augmente le volume de l'urine et la rend plus limpide et aussi aide à la meilleure digestion. Le roi de Pologne, Stanislas, déclarait qu'il devait sa robuste santé, il est mort à 89 ans, à l'infusion d'aspérule odorante qu'il prenait chaque matin.
Cependant, c'est son action sur les nerfs qui les rend les plus signalés services, car elle apaise des temps relax, exactement comme les tranquillisants dont on abuse tant à l'heure actuelle. Mais avec l'avantage sur eux de ne provoquer aucun effet secondaire et de n'être pas toxiques. On peut donc en toute quiétude boire l'infusion d'aspérule, faire boire l'infusion d'aspérule à tous ceux qui sont victimes de troubles du sympathique, y compris les enfants et les vieillards, ou qui souffrent d'insomnie, de vertige, d'angoisse, de névralgie et de nervosité excessive. Avec une ou deux tasses dans le courant de la journée, et surtout une dernière au coucher, ils retrouveront le sommeil et le calme d'une façon naturelle, sans que leur organisme en subisse le moindre préjudice. La spirule a également sa place en gastronomie. Dans les pays germaniques et nordiques, elle entre dans la fabrication de saucisses et en Belgique, en Allemagne et certaines régions de France, on prépare ce que l'on appelle, en Bourgogne, Lorraine et Alsace notamment, le vin de mai, en faisant macérer pendant une semaine ou deux dans un bon vin sucré, donc 60 g de sucre par litre. On ajoute 60 g de fleurs d'aspérule odorante et ce vin, qui devient légèrement mousseux après la mise en bouteille, est non seulement d'une saveur aromatique très agréable, mais il est également un excellent tonique. Il rafraîchit le cœur et rétablit le foie abîmé, affirme un auteur du XVIe siècle. Il est prudent quand même de capsuler les bouteilles comme pour le champagne afin d'éviter que le bouchon ne saute spontanément. On parle de l'aubépine, on parle de la bétoine, on parle de la bourdaine, avec plein d'informations pour savoir retrouver la fleur, la reconnaître dans la nature. On parle du coquelicot qu'on a déjà mentionné plus tôt. On parle du figuier notamment. Planter des figuiers dans les jardins, c'est vraiment très très intéressant. La figue, c'est un fruit, un précieux atout thérapeutique. Même l'Ancien Testament en signale l'emploi en cataplasme contre les abcès des gencives et inflammations de la bouche. On rapporte également ce qui peut être considéré comme l'un des plus antiques cas de guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grave tumeur et on a dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Ce qui fut fait et qui se réalisa. Platon appelle les figues les amis du philosophe parce qu'elles renforcent l'intelligence. Les travaux modernes ont établi qu'ils voyaient juste puisqu'on les recommande en cas d'asthénie nerveuse et physique. Dioscoride les conseille manger avec des noix pour se protéger contre d'éventuels empoisonnements. Quant à l'école de Salerne, elle déclare que la figue nourrit, en graisse, on sait maintenant que 100 g de figues fraîches donnent 100 calories et 100 g de figues séchées 250 calories. Ça lâche le ventre, adoucit la poitrine et guérit de beaucoup de tumeurs. Indication qui se retrouve dans la bonne vieille pharmacopée qui classe la figue parmi les 4 fruits pectoraux, avec la date, le jujube et les raisins secs. Préconise également la figue contre la toux, les rhumes opiniâtres, les maladies de poumons en général, les maux de gorge et la constipation. Contre la constipation, justement, laver 5 ou 6 figues sèches, les mettre dans un bol, les couvrir d'eau tiède, les laisser tremper toute la nuit ou le matin et à jeun, manger les figues et boire l'eau. Ce sont les graines ou les pépins qui ont un effet stimulant et laxatif sur l'intestin. Contre les irritations de la gorge et les angines notamment, ou les inflammations de la bouche type abcès dentaire, stomatite, gingivite, faites des gargarismes ou des bains de bouche avec une décoction chaude obtenue en faisant bouillir pendant quelques minutes 5 ou 6 figues dans 1 litre d'eau ou de lait. Contre les affections pulmonaires, toux, bronchite chronique, coqueluche, catarrhe, pneumonie ou trachéite, boire dans la journée la même décoction. On y parle de la fougère. Est-ce que vous savez que la fougère a quand même des vertus auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui peuvent énormément aider? Par exemple, les feuilles séchées servaient à la confection de matelas et de coussins qui, dans les campagnes, passent pour avoir les mêmes vertus anti-rhumatismales et pour guérir les enfants rachitiques ou qui font pipi au lit. Voilà. Il y a également des croyances qui subsistent encore dans les régions où la magie n'a pas perdu ses droits, qui voulaient qu'on ne coupe les feuilles de fougère que pendant la nuit de la Saint-Jean, en récitant des formules spéciales destinées à chasser les esprits qui en ont la garde. On disait aussi que si une femme enceinte marche sur une fougère, elle avortera. Ok ?
On parle du fraisier avec la décoction de feuilles de fraisier qui peuvent servir pour toutes sortes de choses, notamment la gastro-entérite. La cannelle a également le même usage. On parle du framboisier qui rafraîchit énormément. Une recette par exemple avec un super sirop de framboisier, donc une recette ancienne et officinale puisqu'elle est pratiquée par les apothicaires. Mettre ensemble sur le feu 500 g de framboises bien mûres, 500 g de vinaigre de vin et 500 g de sucre, chauffer doucement en remuant jusqu'à ébullition, presser en exprimant à travers un linge fin et conserver dans une bouteille bien bouchée. Une autre recette plus classique et familiale, on écrase les fruits et on les laisse fermenter pendant 5 jours. On passe en exprimant à travers un linge fin. On pèse le jus ainsi obtenu et on ajoute 700 g de sucre pour 500 g de jus. On chauffe jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Pas besoin de faire cuire, mais on garde ça en bouchon dans un flacon bien fermé. Du temps que nos ancêtres chassaient les ours et la peste, la framboise leur était précieuse comme appât, puisque les ours sont très très friands, et également pour se prémunir sous forme de vinaigre de framboise. Alors les emplois pour ces boissons et toniques à la framboise sont un peu moins spectaculaires aujourd'hui. Que ce soit frais ou en confiture, c'est toujours un dessert délectable ou un coulis quand il n'y a pas de vinaigre. Une boisson rafraîchissante et tonique à conseiller aux malades ayant de la fièvre, un sirop de framboise dont je viens de vous donner la recette. C'est également intéressant de faire un thé de feuilles de framboisier pour ceux qui souffrent de nervosité, d'insomnie. Puisqu'en fait les feuilles de framboisier ont un arôme délicieux et c'est calmant, somnifère et digestif et ça convient à tous les âges. Qu'est-ce que je pourrais vous lire encore? Le genêt, vous connaissez, le genévrier aussi certainement. Le géranium, vous savez que c'est l'un des meilleurs anti-moustiques qui existent au monde. Le haricot, alors ça, très 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 bon pour la santé. Je vous conseille d'en manger souvent, des haricots. Simplement, si vous souhaitez en profiter mieux, vous avez intérêt à mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. On y parle du houblon, de l'hysope, et toujours dans ce livre vraiment très très bien fait. Il est un peu plus ancien que le précédent dont on a parlé. Vous avez le nom de la plante, comme par exemple ici la laitue, après le nom latin et les autres noms. Donc par exemple, Latussa sativa, herbe des sages, herbe des philosophes, herbe des eunuques. Ça c'est pour la laitue. On a le laurier, très intéressant le laurier, en cuisine notamment pour aider à la digestion des viandes un petit peu lourdes, donc en hiver souvent des plats un peu lourds. Mais le laurier, il a des propriétés aromatiques et antiseptiques qui font donc merveille dans les sauces, les courbouillons, les marinades, mais c'est également thérapeutique, très 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 intéressant. C'est fébrifuge, expectorant et anti-rhumatismal. Je ne vais pas vous lire toutes les recettes parce qu'il y en a plein. On peut faire de la lessive avec le lierre, on peut faire des... on peut... À la campagne, je vois là le marronnier d'Inde. On nous propose souvent de porter en permanence dans sa poche 1 ou 2 marronniers d'Inde qu'on change. En fait, c'est très bon contre les douleurs rhumatismales et hémorroïdaires. À voir, à tenter. On pourrait parler de l'oignon, tiens. Allium cepa, oignon commun, oignon blanc ou oignon jaune. Comme l'ail, on l'a mis à toutes les sauces. Ces préparations donc d'oignons sont très très intéressantes contre l'anémie, le surmenage, les affections des bronches, les fermentations intestinales, l'œdème, les infections génito-urinaires, l'arthritisme, les rhumatismes, la goutte, le diabète, la gravelle, la rétention d'urine, les vers intestinaux, etc., etc., etc. Donc, il y a plein de recettes qui sont proposées pour faire des sirops d'oignons, l'oignon cru, râpé, appliqué en cataplasme. C'est également bon pour les engelures, les douleurs articulaires, les brûlures aussi, si vous ne le saviez pas. Un coton imbibé de sucre d'oignon dissipe les bourdonnements d'oreilles et calme les rages de dents.
Cuit sous la cendre ou au four, il est réduit en pommade et appliqué bien chaud en renouvelant l'emplâtre toutes les heures. Il hâte le mûrissement des abcès. J'ai déjà essayé, c'est pas mal du tout. Pour tout ce qui est abcès, furoncles et panaris, et ça diminue la douleur. L'oignon cru a également, le saviez-vous, de nombreux emplois ménagers. Coupé en deux, il sert à nettoyer les vitres et les lames de couteau. Il redonne de l'éclat à une ceinture en cuir, un sac verni. Écraser donc l'oignon avec un peu de terre humide, il fournit un excellent produit pour nettoyer les cuivres. Son suc badigeonné sur les cuivres les préserve des taches de mouches. Eh oui, voilà. Qu'est-ce que je rêvais en d'autres? Bon, l'ortie, je vais arrêter de vous en parler parce que c'est ma plante préférée, donc évidemment, voilà, voilà. Mais voilà, ce petit livre-là, il est tout simple, mais il a plein de vertus. Tiens, par exemple, le poireau. Ça me rappelle une anecdote parce que c'est arrivé à mon petit frère. Contre l'ingestion accidentelle d'aiguilles, épingles ou clous, faire manger le plus vite possible par l'intéressé des poireaux cuits à l'eau. Leurs fibres enroberont la pointe de l'objet et empêcheront qu'elle endommage ou perfore l'estomac ou l'intestin jusqu'à l'expulsion par voie normale. Maintenir le régime poireau en limitant le plus possible l'absorption de liquide. Alors, Jean Palaiseul nous dit « Je parle en connaissance de cause car j'avais avalé un clou de 4 à 5 cm de long quand j'avais une dizaine d'années. Sans peine, mais non sans inquiétude, je me voyais déjà sur le billard. » Visiblement, il l'a évacué au bout de 3 jours grâce à cette technique, conseillée d'ailleurs par le médecin de famille. Mais figurez-vous que c'est arrivé à mon petit frère quand il avait 9 ans, je crois. Il est allé à l'hôpital pour ça et en fait, on l'a mis au régime poireau. Sinon, en externe, les poireaux contre les piqûres d'abeilles ou de guêpes, les démangeaisons provoquées par les aoutas. On coupe une tête de poireau en deux, on la frotte vivement sur la partie touchée. L'acide du poireau décompose le venin, supprime l'enflure et la douleur disparaît en quelques minutes. La feuille de poireau, sinon macérée 24 heures dans du vinaigre, appliquée plusieurs nuits de suite sur les corps et les durillons, permet de les extirper facilement. Contre les abcès, clous, furoncles, panaris, mal blancs, etc. pour hâter le mûrissement, soit faire cuire sous la cendre pendant 15 à 20 minutes le blanc du poireau enveloppé dans du papier mouillé ou dans une feuille de chou, soit faire cuire pendant 15 à 20 minutes du poireau coupé fin dans du saindoux, en former une pâte, appliquer chaude et renouveler plusieurs fois par jour. Moi, j'aurais remplacé le saindoux par la noix de coco, mais ça marche aussi. Quoi d'autre? Ah oui, tiens, très intéressant. Recette de ménage, inventée ou seulement consignée par le chimiste Raspail, dont un boulevard perpétue la mémoire. Faire tremper pendant une semaine dans un demi-seau d'eau une botte de poireaux coupée en morceaux. Filtrer. Utiliser cette infusion pour laver les tableaux, les glaces et les abat-jours que l'on veut protéger contre les souillures de mouches. Très intéressant. On y parle également de la pomme de terre, dont tout le monde sait qu'elle est très intéressante pour les brûlures. Les tranches de pommes de terre crues appliquées sur les tempes calment les maux de tête et les migraines, mais également la pomme de terre crue, c'est intéressant contre les ulcères et les brûlures. Donc, quoi d'autre? Un truc campagnard. Sachez quand même, précision, même si tout le monde ne le connaît pas concernant la pomme de terre, sachez que les pommes de terre bouillies ne doivent pas être consommées au-delà de 24 heures car elles donnent généralement asile à un bacille qu'on appelle le protéus et que l'on trouve dans certaines putréfactions animales. D'ailleurs, les poules ne mangent pas les peaux de la pomme de terre à cause de l'acide de la solanine, voilà. Et passé un certain temps, si vous avez vous avez fait vos pommes de terre cuites à l'eau et puis vous ne les avez pas terminées, surtout épluchez-les avant de les réutiliser. Voilà, j'aurais beaucoup de choses à vous dire parce que ce livre contient quand même énormément de pages. Précisons que sur la deuxième, troisième partie du livre, vous avez des cocktails à la carte et des secrets qui n'en seront plus, avec notamment la tisane contre la constipation opiniâtre, avec de la bourdaine, de la brionne, du fenouil, des graines de lin, de la pensée sauvage, du réglisse, tout ça en 10 à 20 grammes.
Il y a également des tisanes astringentes, dépuratives, les tisanes pour la circulation, les tisanes digestives, les tisanes laxatives et rafraîchissantes, les tisanes contre la migraine, avec par exemple lierre terrestre, mélisse, menthe, millefeuille, souci, valériane. Voilà, entre 10 à 20 grammes de plantes par litre d'eau. Vous avez des tisanes pectorales sudorifiques contre les troubles nerveux, contre les grippes et les refroidissements. Des tisanes pour le foie, le thé des familles, et puis ensuite une autre petite partie qui va vous parler des indications thérapeutiques en cas de phlébite, paraphlébite, varices. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Congestion cérébrale, maux de tête, affection des yeux. On y parle abondamment du miel. Hein. Sachez que c'est un médicament, c'est pas juste pour les tartines. Il est super ce livre en fait. Je le relis souvent. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien au moral. Donc voilà, ce livre de Jean Palaiseul qui s'appelle Nos grands-mères savaient. Moi j'ai 438 pages. Il y a différentes éditions qui pourront être proposées pour ce livre qui est un best-seller, hein, La vérité sur les plantes et la vie naturelle. Si vous n'avez pas l'occasion de vous le procurer, j'espère toutefois que en fait, ce petit partage que j'ai fait vous permettra d'en avoir l'eau à la bouche et peut-être de tenter de votre côté de récupérer des informations et pourquoi pas de vous cultiver un peu plus dans cette direction. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.